Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'humanité. Cette semaine, je reçois un historien, comment on va dire, un historien du culturel et un historien du politique, Pascal Horry, pour un livre qui est absolument captivant, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale ». Je dis tout de suite que le sous-titre est finalement aussi important que le titre. Et on va en parler pendant 52 minutes. Mais d'abord, ma première question, qui est la question habituelle d'Au Pied de la Lettre. Comment ça va la société en 2020 pour Pascal Horry ? Comment ça va ce gros animal que raillait Nietzsche ? Et évidemment, je ne peux pas m'en empêcher, comment ça va la nation en 2020, Pascal Horry ? Alors, comment ça va la société ? D'abord, la société, est-ce que c'est la société française ? Là, oui. Je nationalise déjà. Oui, nationalisée. Est-ce que c'est la société en général ? Là, ça me paraît difficile de répondre sur la société en général. La société française. Mais la société française ne fait pas exception à la société allemande, américaine, chinoise, mais chacune le traduit à sa façon. Elle est très ébranlée par la pandémie. Parce que la pandémie, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est évidemment une crise économique, c'est une crise de valeurs. On peut penser que le monde d'après, quel qu'il soit, sera différent du monde d'avant, hein. Mais pas seulement à cause de la pandémie. À mon avis, la véritable épidémie, c'est pas l'épidémie du virus, c'est l'épidémie du virtuel, qui est extraordinairement accélérée par la pandémie. Et on pourrait décliner d'autres conséquences en chaîne comme ça. Et la nation, alors ça va, la nation Ça va très bien. Alors, la nation en général, c'est le sens du livre, oui. Ça va très bien. Et certains peuvent le regretter, d'autres s'en réjouir, mais ça va très bien. Et ce n'était pas comme ça dans ma folle et lointaine jeunesse, dans les années 68. Bon, ça, on y reviendra certainement. Vous êtes né en plein internationalisme, non ? Oui, à la fin de ce qu'on a appelé pour la France les 30 Glorieuses, mais c'est un vocable qui est applicable à beaucoup d'autres pays, en particulier d'Occident. Et puis, dans cette jeunesse, la nation avait tout faux. Parce qu'elle était le passé. Alors effectivement, à l'université ou même à l'école, on apprenait l'unité allemande au 19e siècle, Bismarck, etc. Bon, Cavour, c'était le passé. Le présent, c'était l'internationalisme. Voire, mais ça c'était déjà un petit peu différent, c'était plus libéral, le mondialisme. Bon. Elle avait tout faux parce que c'était le mal, puisque la nation, c'était le nationalisme. Et les pires nationalismes au XXe siècle, inutile de préciser lesquels, on y reviendra peut-être. La référence à Boulanger était toujours vive, parce que c'est quoi le nationalisme ? Enfin, le nationalisme, c'est un concept forgé par le boulangisme. C'est un concept forgé en France. Oui, forgé en France. Cocorico, d'une certaine façon. Le nationalisme, bien sûr. Oui. Et pour le définir en un mot, c'est l'intériorisation d'un débat national qui, lui, était tourné vers l'extérieur. À la fin du XVIIIe siècle, je pense qu'on entrera dans le détail, Vincent Roy, dans un instant, on peut dire que se cristallise la nation au sens moderne, au sens de ce soir, cette journée. Bon. Mais le nationalisme, c'est l'introduction au sein d'une nation qui, en général, a trouvé ses marques, c'était le cas de la France sous la Troisième République, d'un critère national qui sert à régler des comptes en interne, entre les bons nationaux et les mauvais. C'est ça le nationalisme. Est-ce que je me trompe en disant que le nationalisme est d'une certaine façon et on l'emploie par conséquent à tort, on emploie le mot à tort me semble-t-il, puisqu'il ressort d'une transformation de la référence même à la nation ? Oui, parce que ça vous va comme... Oui, absolument, ça permet d'établir de nouveaux clivages qui ne fonctionnaient pas comme ça avant, puisqu'on va sans doute en reparler, mais la nation, ça vient de la gauche. Oui, on va voir. Donc il est clair que pour une droite qui se renouvelle, et Boulanger, c'était ça, effectivement. Et on peut dire que le boulangisme, c'est le premier mouvement, entre guillemets, populiste, pour moi, en tous les cas, dans un livre précédent, c'est ce que j'essayais de montrer, puisque ça permet de voir converger des éléments qui viennent de la gauche et des éléments qui viennent de la droite. Ce qui vient de la gauche, c'est la souveraineté populaire, la critique des élites, etc. Et puis la droite, c'est justement, du coup, la nation au sens fermé et non pas au sens ouvert, qui était la nation du siècle des Lumières. Alors, Pascal Horry, je ne veux pas débuter cette émission sans vous présenter. Vous êtes, comme je l'ai dit, un grand historien. Je rappelle quelques ouvrages, dont La France allemande en 77, Une nation pour mémoire, déjà 3 jubilés révolutionnaires, 1889, 1939, 1989, ça vous publiez ce livre en 92, Du fascisme en 2003, Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France en 2013, et votre dernier ouvrage paru est Peuple souverain chez Gallimard en 2017. Dans cet ouvrage, Qu'est-ce qu'une nation, où vous reprenez la question de Renan,
célèbre question de Renan, vous donnez une définition sur laquelle nous allons revenir. On va parler à la fois de ce que disait Renan d'une nation et de ce que vous en dites aujourd'hui. C'est-à-dire, on part de 1882, le texte de Renan, pour arriver en 2020 et votre définition. Vous avez déjà dévoilé, si j'ose dire, ma première question, parce que moi j'ai toujours pensé que, je ne sais pas pourquoi, mais par inculture tout simplement, la nation était plutôt une notion de droite. Et pas du tout, vous me démentez dans le livre. Elle a été récupérée par la droite, et j'allais dire que ça a été peut-être la survie de la droite que de récupérer le national qui venait de la gauche, afin de pouvoir exclure, alors cette fois-ci, les internationalistes. Oui. Parce qu'évidemment, tout ça, ça se passe fin 19e siècle, quand il se développe un mouvement ouvrier en particulier, pas seulement ouvrier, mais assez largement ouvrier, d'esprit internationaliste. Et pour revenir à ma jeunesse, ce mouvement avait le vent en poupe, c'était le sens de l'histoire, et ça se traduisait d'ailleurs par le fait que les guerres de décolonisation contemporaines des années 50, 60, 70 se faisaient aussi au nom du national. Mais je me rappelle très bien que beaucoup de mes camarades qui militaient, par exemple, contre la présence américaine au Vietnam, etc., ne voyaient pas qu'il y avait le mot « haine » dans Front national de libération du Vietnam. Pour l'Algérie, Front de libération nationale. Oui. C'est-à-dire, et la suite l'a prouvé, la dimension nationale n'était pas secondaire dans ces luttes anticoloniales. Oui, elle était même au cœur absolument. Alors, votre livre est divisé en 3 parties. Vous dites, avant d'en arriver à votre définition, qu'on va placer tout de suite comme en exergue de cette émission, car elle nous permet de comprendre tout à la fois vos développements et les conséquences d'une telle notion. La nation est une invention démocratique, écrivez-vous. La nation est une construction poétique. Et enfin, la nation est une ressource politique. Je résume. Vous faites voyager cette notion dans la démocratie, la poésie, la politique. Quand et comment va surgir la nation, et notamment en France? Alors, partons du texte, partons des évangiles, donc de la langue grecque, et donc de l'ethnos grec. Hein. Vous allez pouvoir développer à partir de là, puisque le mot naît quasiment là, avec l'ethnos grec. Et après, vous allez nous dire comment il apparaît en France. Oui, parce que quand on lit, qu'on entend parler des évangiles, dans les traductions françaises, vous avez un moment « aller évangéliser toutes les nations ». Alors vous vous dites « ah bon, à l'époque du Christ, il y avait déjà des nations ». En réalité, c'est une traduction moderne d'un mot qui est le mot que vous avez dit, ethnos, qui a donné ethnologie, ethnique, ethnographie, etc. C'est-à-dire que c'est l'identité culturelle. Et c'est le constat qu'il y a des identités culturelles depuis la nuit des temps. Vous savez, Maurice Godelier, ce grand anthropologue, a travaillé sur les Barouillas. Ce peuple, alors on disait avec un peu de condescendance, cette tribu, ce peuple de Nouvelle-Guinée, dont tout le monde avait ignoré l'existence jusqu'en 1951, où brutalement on découvre ce peuple qui a vécu en autarcie complète. Bon. Ben, c'est déjà une identité culturelle, c'est un ethnos. Ça ne fait pas une nation. Voilà. Ça ne fait pas une nation. C'est-à-dire que ma définition, est-ce que je la réserve encore ou est-ce que je vous la donne ? Réservez-la encore un peu. Bon, oui. Donc vous avez l'ethnos, vous avez l'identité culturelle, qui souvent se traduit par des rites, par exemple par une religion spécifique. Oui. Avant la Révolution, je n'hésite pas à dire révolution chrétienne, qui est universaliste. Et l'islam se situera dans cette perspective-là. Et je dirais, le siècle des Lumières laïcise ça et continue. Bon, avant la Révolution chrétienne, un peuple, une religion. Un peuple, une religion. Alors vous allez me dire, les Hébreux, un peuple, une religion. La particularité des Hébreux, c'est qu'ils étaient monothéistes. Pas de problème. Ah, vous êtes monothéistes. Nous, Égyptiens, on croit Osiris, etc. Oui. Donc, un peuple, une religion. Ça fait une identité culturelle. Ça ne suffit pas à faire une nation. Et justement, on va y venir. Alors, justement, partons de Renan, qui pose la même question. Enfin, c'est vous qui posez la même question que lui, puisque la chronologie est celle-ci. Mais en 1882, je n'ai pris que des bribes de Renan. Une nation est une âme. Un principe spirituel, bon là on vient vous venez de le démontrer, une grande solidarité, dit-il. Il dit aussi, elle suppose un passé, une vie commune, enfin, et chose importante, un plébiscite, dit-il. Alors, on sait que Renan a été une des victimes du Second Empire. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'à la fin de sa vie,
il va se rallier au libéral, je vais dire ça comme ça. Alors, le mot de plébiscite, la nation suppose un plébiscite, d'autant que, si je reprends votre définition à vous, et là on y vient, définition très simple, vous dites un peuple avec un petit p qui devient le peuple avec un grand P. Un peuple, c'est quoi dans votre esprit, en tous les cas dans votre livre, une série, écrivez-vous, ça c'est très surprenant et on va y revenir, une série de rapports de force, une disposition géographique encore que ce ne soit pas tout à fait clair puisque on peut être nomade, en tous les cas, une identité qui va rencontrer une souveraineté populaire. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous vous intéressez, puisqu'on a dit qu'est-ce qu'une nation, votre livre, une histoire mondiale, sous-titre, vous vous intéressez par exemple à la Catalogne, qui est un cas qui nous occupera tout à l'heure. Donc, une identité qui rencontre la souveraineté populaire. J'y reviens, un peuple qui devient le peuple. Oui, parce que c'est du coup le rôle de l'historien de dire, il y a donc de l'ethnos. Et entre parenthèses, beaucoup de ces peuples ont disparu de la surface de la Terre. Je ne sais pas s'il faut déjà utiliser de façon anachronique peut-être le terme de génocide, mais enfin, des peuples qui apparaissent et qui disparaissent, qui sont rayés de la carte, depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. Et avant l'histoire, qui laisse au moins la trace des noms, vous avez quantité de peuples qui sont apparus, dont on ne saura jamais le nom et qui ont disparu. Ça ne suffit pas à faire nation. Il faut qu'il y ait cette grande révolution politique des mondes modernes, dont nous sommes encore les héritiers au moment où cette émission se déroule. Dans la plupart des pays du monde, on pourra revenir sur les rares pays qui ne sont pas des États-nations. Il y en a quelques-uns, mais c'est une toute petite poignée. C'est la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, c'est quelque chose qui se met en place. Je survole la question, mais enfin j'ai quelques hypothèses dans le livre, évidemment, oui. Sur le rôle du protestantisme, par exemple, mais entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et effectivement, dans le cas de la France, ça aboutit à la Révolution française, avec l'autoproclamation de la nation française qui se situe, je dirais, un mois avant le 14 juillet. Au milieu du mois de juin, vous avez une partie du tiers-État rejoint par une partie des deux autres ordres privilégiés qui s'unissent dans une assemblée nationale. C'est la première fois que dans les institutions françaises, on utilise le terme national. Mais ça vaut pour tous les pays du monde, parce que comme vous l'avez indiqué à propos de la Catalogne, dans mon livre, il est certes question de la France, mais il est question de la Turquie, il est question des États-Unis, il est question de la Turquie, des Pays-Bas, de Taïwan, de la Birmanie, du Kurdistan. Il est question des Pays-Bas, je l'ai dit, puisque là, c'est très intéressant. Il y est question de la Suisse, et nous allons en parler, puisque là, c'est un exemple. Alors, justement, dans cet épisode que vous venez révolutionnaire, enfin pré-révolutionnaire que vous venez de raconter, est-ce qu'une identité rencontre là la souveraineté populaire ? Oui, mais elle la rencontre dans des conditions parfois compliquées. Si je fais commencer les révolutions modernes, alors qu'on n'y pense pas en général au XVIe siècle, avec ce qui s'appelle aujourd'hui les Pays-Bas, qui s'appelaient les Provinces-Unies. Oui. Provinces-Unies, ça doit percuter États-Unis aussi. Oui. Quand Barack Obama est venu en visite il y a quelques années, quand il était donc président aux Pays-Bas, oui, on lui a présenté le texte fondateur des Pays-Bas modernes, qui s'appelle le Plakat, et qui est considéré aux Pays-Bas et aux États-Unis comme ayant inspiré la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc il y a un lien. Oui. Ces grandes cultures protestantes qui accouchent de la souveraineté populaire. Alors évidemment, c'est plus ou moins radical. La révolution la plus radicale, ce sera la française. Oui. Mais juste avant elle, la révolution américaine est déjà fondamentalement démocratique. Oui. Actuellement, quand nous sommes tellement perplexes devant la manière dont se sont passées les élections américaines, avec ces États qui ont chacun un mode de désignation des grands électeurs, on ne voit pas à quel point ça répond à une certaine logique démocratique consistant à dire attention au pouvoir central. Le pouvoir central, c'est la survivance de la monarchie. Et ça a été fondateur pour la Révolution américaine. Oui. Ça a été fondateur pour la Révolution d'avant, mais qui est beaucoup plus modérée, qui est une révolution libérale et pas démocratique, la Révolution anglaise. Et puis, avant tout, effectivement, la Révolution néerlandaise. Et ces 4 révolutions, néerlandaise, anglaise, américaine et française, fondent le monde moderne. Et nous sommes encore dedans. Mais les États-Unis, pour autant, vous parliez de ces États et de la difficulté qu'on avait à comprendre au moment des élections comment tout cela fonctionnait, les États-Unis sont une nation. Ah, tout à fait. Comme la Suisse est une nation, alors qu'on pourrait dire, oh là là, non. Et en particulier, on a forgé pour l'Allemagne, Habermas s'en est beaucoup servi, le terme de patriotisme constitutionnel. Au fond, ce qui unirait les Allemands après l'extraordinairement traumatisante expérience du nazisme, c'est la Constitution. Eh bien, aux États-Unis, c'est pareil. En dernière analyse, c'est la Constitution. C'est pour ça qu'on avait peur
à la limite, on prononçait presque le mot guerre civile il y a quelques semaines, avec Trump qui visiblement était en train de vouloir mettre un pied en dehors de la Constitution. Et puis aux dernières nouvelles, non. La Constitution a été plus forte que Donald Trump. Absolument. Vous dites que la nation, vous écrivez que la nation est une idée qui peut prêter à beaucoup de malentendus. Oui, d'ailleurs, je reprends une formule de Renan. À propos, d'ailleurs, vous avez ajusté... Alors, on me dit dans l'oreillette, une réalisatrice qui me dit dans l'oreillette qu'on parle de Renan sans avoir dit qui il était. Alors, j'en profite, comme j'ai devant moi un professeur. Alors, qui était Renan? Alors, Ernest Renan, c'est un grand professeur, qui a été professeur, entre autres, au Collège de France. On pourrait le définir par un mot qui avait beaucoup de sens au XIXe siècle, qui est plus difficile à comprendre aujourd'hui, qui est philologue. C'est un linguiste, au sens large du terme. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les langues sémitiques, l'hébreu, qui a parlé de l'islam et de la langue arabe aussi, mais beaucoup plus de l'hébreu, qui est l'auteur d'un best-seller, comme on disait par l'époque, La vie de Jésus, qui a fait scandale auprès de la plupart des chrétiens, qui a réjoui les laïcs, alors qu'on se méprenait. Renan était un ancien séminariste qui avait quitté la perspective d'être prêtre. Il était d'origine bretonne, etc. Donc, grand scandale. Mais ce n'était pas un athée militant. C'était simplement on va dire un rationaliste, pour simplifier, et qui allait jusqu'au bout de l'analyse critique, en particulier des fondements de la religion chrétienne, ce qui faisait désordre. Franchement. Voilà. Pour le moins, oui. Pour le moins. Il avait une réputation de sceptique, en quelque sorte, mais ça va au-delà. C'est un peu superficiel de dire sceptique. C'était vraiment un rationaliste, mais un peu torturé. Ses origines, d'ailleurs, cléricales, l'ont jamais complètement abandonné. Et son texte sur la nation, c'est un fameux discours qu'il a tenu en Sorbonne. Alors, j'ai été professeur à la Sorbonne, on était très flattés, mais vous êtes toujours professeur émérite. Émérite, oui. Mais j'ai découvert qu'en fait, et ça changeait tout, la perspective, il avait testé ce texte quelques années auparavant à l'étranger, aux Pays-Bas, justement. Justement, parce tiens, que comme par hasard. Son épouse était d'origine, on ne le sait pas, l'épouse de Renan était d'origine néerlandaise. Souvent, quand on n'a pas lu Qu'est-ce qu'une nation, qui est un texte génial, très court, facile à lire, que je recommande, on se dit, oh, ça doit être un nationaliste de plus. Pas du tout. Il va jusqu'à dire qu'un jour, la nation va disparaître et que la Confédération européenne va la remplacer. Oui, ce qui veut dire plus optimiste que nous. Absolument, Bon. absolument. Donc, mais Renan s'adresse à un public étranger, et ça change tout. Après, il reconfigure son discours en direction des Français. Et vous avez à juste titre cité la plus belle phrase de son texte, qui est la plus citée aussi. La nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Oui. Plébiscite, il faut le préciser, au sens de référendum. Absolument. En quelque sorte, chaque matin, devant la glace, au petit déjeuner ou devant la glace, je me réinterroge, est-ce que je suis encore français, allemand? Mais alors la grande nation, dans ce cas-là, si je vous suis et en forçant le trait terriblement, c'est la Suisse. Ah, la Suisse, c'est très intéressant parce que c'est un Et vous y consacrez beaucoup de pages. Ouais, c'est un mouvement profondément démocratique. Et là aussi, comme aux États-Unis, de lutte, c'est la base, le mythe de Guillaume Tell, de lutte contre un pouvoir impérial centraliste et autoritaire. Et ça réussit, ça réussit. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout la démocratie participative idéale qu'on a pu rêver. Rousseau est d'origine suisse, mais On va y revenir à Rousseau. Les Suisses ne sont pas franchement rousseauistes. Il n'empêche qu'encore aujourd'hui, regardez, c'est un pays qui est le pays des votations. Oui. C'est-à-dire que les fameux plébiscites et référendums sont permanents en Suisse. On consulte le peuple sur quantité de sujets. Et ce qui est troublant pour un Français centraliste, unitaire, etc., c'est que ça peut être aussi une consultation au niveau de chacun des cantons. Oui. Bon, ben ça, c'est quand même une forme de démocratie, pour le coup, assez participative. Évidemment, c'est une fédération, la Suisse, comme l'Allemagne. La France n'a jamais été une fédération. Quand les Jacobins ont voulu écraser, et ils ont réussi d'ailleurs, les Girondins, ils ont dit « vous êtes fédéralistes ». Mais il n'y a jamais eu d'expérience fédérale en France. Ça, ce sont les cultures nationales. Hein. Absolument. Alors, pour revenir à notre question, puisqu'on l'a quitté avec Renan, mais ça n'a pas d'importance, vous dites « la nation est une idée claire qui peut prêter à beaucoup de malentendus ». Parmi les plus importants, lesquels peut-on citer ? Parce que je disais, à partir du moment où il y a eu acculturation à droite du sentiment national, le fait qu'on ait affaire à un nationalisme d'exclusion à l'égard de l'étranger, oui. Évidemment, le métèque. De Maurras. C'est un terme de Maurras. Oui, c'est un terme qu'il a emprunté à une thèse d'un collègue historien, archéologue de la fin du XIXe siècle, qui travaillait sur les métèques d'Athènes, dans l'Antiquité, c'est-à-dire le statut, à vrai dire, assez favorable quand même par rapport à d'autres cités, des étrangers à Athènes. Ils étaient clairement étrangers, mais ils avaient quand même des droits, des protections, et on les appelait les métèques. Charles Maurras lit ça,
Et il s'en sert. Et aujourd'hui, le mot métèque, c'est un mot extraordinairement violent et vulgaire. Donc, au départ, c'est un statut de l'Antiquité grecque. Ça, c'est tragique. C'est tragique, absolument. Alors, vous faites, et ça, je voudrais insister là-dessus, car c'est quasiment à l'origine de... Alors, je rappelle que l'origine de votre livre, hein, c'est un colloque auquel... c'est votre propre histoire qui va générer, d'une certaine manière, ce livre, puisque c'est un colloque autour de la notion de nation auquel vous assistez. On est dans les années 80 et ce colloque vous interpelle particulièrement. Il vous a marqué. Pourquoi est-ce qu'il vous a marqué ? Parce que c'était un colloque organisé, à vrai dire, dans la mouvance du Parti socialiste, dont j'étais membre à l'époque. On est sous François Mitterrand et on s'interroge déjà, et là, le mur de Berlin n'est pas encore tombé, en 89, on est un peu avant, sur l'identité nationale. Ça paraît étrange, mais c'est significatif. Fernand Braudel participe au colloque. Et il est en train d'écrire l'identité française. Ce qui a troublé beaucoup de lecteurs de Braudel, qui se disaient Braudel, c'est l'homme de l'économie monde, etc. Et lui-même était tenaillé par cette question. Et à vrai dire, on peut remonter avant ce colloque, parce que je me rappelle cette discussion que j'évoque rapidement dans mon livre, avec des camarades en 1968, où clairement, j'arrivais à la conclusion qu'on ne pouvait pas nous ramener à une seule identité. Et puis, évidemment, il y a eu ce que je me permets d'appeler dans ce livre, comme dans un livre précédent, la révolution de 1975. Je veux dire par là que 1975, c'est le sens de l'histoire qui est confirmé depuis de la révolution d'octobre jusqu'à la chute de Saïgon, qui est précédée de quelques jours par la chute de Phnom Penh avec les Khmers rouges. Le sens de l'histoire est clair. Et puis, non, parce qu'à partir du milieu des années 70, vous avez d'abord la crise économique, la fin des fameuses 30 glorieuses, ou équivalent parce que c'est une formule française, mais l'équivalent dans d'autres pays. Et d'une certaine façon, regardez ce qui se passe. Au même moment, vous avez l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn qui commence à être circulé en traduction en Occident. Jusqu'en 1975, la victime, pour vous donner un autre exemple qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est la petite fille vietnamienne napalmée, la fameuse photo, qui court sur une rue, une route du Vietnam. Et trois ans après, la victime symbolique, c'est les Boat People. Donc on assiste à un retournement. Et regardez, entre 75 et 80, vous avez l'élection de Mme Thatcher, vous avez Ronald Reagan au milieu, et vous avez, on a l'impression que c'est sur un autre plan, non, parce que c'est un renversement du sens de l'histoire, vous avez Khomeini et Jean-Paul II. Donc le monde est en train de changer de sens, et ça va donner la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, l'éclatement de l'Union soviétique avec ses républiques d'Asie centrale, qui sont des créations soviétiques assez largement, qui font qu'aujourd'hui il y a l'Ouzbékistan, la Kirghizie, etc. Et l'effondrement des démocraties populaires. Donc tout se renverse. Et en très peu de temps, en 15 ans, à partir de la chute, vous prenez la chute de Saïgon, c'est clair, on sait quel est le sens de l'histoire. 15 ans plus tard, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Alors, vous faites un distinguo, je le disais, et c'est votre définition même, entre le peuple avec un petit p et un peuple avec un grand P. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le peuple et ce qu'est un peuple ? Alors, le petit p... C'est-à-dire confirmer votre notion de la nation, en redonner une définition supplémentaire. Voilà, le petit p, c'est l'ethnos. C'est-à-dire que, pourquoi... Alors, vous savez, il y a une question que j'adore et que je lance toujours à mes étudiants, de Leibniz, ce grand philosophe. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi y a-t-il quelque chose C'est une question fondamentale. Fondamentale de Leibniz, absolument. Et alors, pourquoi y a-t-il des Estoniens plutôt que pas d'Estoniens? Parce que je ne sais pas si on voit où est l'Estonie, mais grosso modo, vous avez plusieurs options. Il y a des Estoniens, c'est ce qui s'est proposé. Sinon, ils seraient lettons, puisque leurs voisins sont lettons. Sinon, ils sont russes. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des Estoniens? Et ça, c'est une série, effectivement, de rapports de force, de positionnement géographique, d'équilibre. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un Afghanistan qui a survécu? C'est qu'il y a eu, entre autres, un équilibre entre l'impérialisme russe et l'impérialisme anglais, etc., etc. D'accord. Donc là, c'est pas une identité culturelle. Si, c'est parce que ça génère des identités culturelles. Alors voilà. C'est-à-dire que, grosso modo, l'origine est politique, mais elle ne peut se soutenir que par la culture. La conséquence de l'origine politique, c'est l'identité culturelle. Alors la religion, la langue, qui n'est pas forcément distincte du voisin, mais qui est souvent distincte du voisin, on en reparlera sans doute, ça c'est le peuple avec un petit p. Et le grand P, c'est beaucoup plus tard, ou au contraire, en ce moment, parce qu'on assiste à quasiment des cristallisations, on parlera de la Catalogne ou du Kurdistan, l'idée que la souveraineté populaire s'impose face à d'autres types de souveraineté. Si vous voulez, pour prendre, on a un exemple, je consacre beaucoup de pages à la Turquie. À l'Empire ottoman, donc. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous avez d'abord l'Empire ottoman, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la souveraineté est dynastique.
c'est une affaire de famille. Monsieur Othman a fondé une famille et ça donne l'Empire ottoman. Oui. Aujourd'hui, notons-le bien, parce que c'est tout à fait d'actualité, vous avez un grand pays du monde qui n'est pas un État-nation, et son nom l'indique, d'ailleurs son drapeau aussi, c'est l'Arabie saoudite. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas la nation, c'est la famille Saoud. Oui. Ça, c'est l'ancien régime. Bon. Oui. Et vous avez, c'est incroyable, vous avez en l'espace d'une génération et demie, vous avez une avant-garde, parce que c'est une minorité, de jeunes Turcs qui créent des comités Union et Progrès, avec à la fin du processus Mustafa Kemal, qui disent clairement, non, il n'y a plus d'empire ottoman, d'ailleurs, il n'y a plus de califat non plus, ce qui nous donnera d'ailleurs Daesh plus tard, parce qu'il y a un vide qui se crée, et à la place, il y a une nation turque. Or, à quelle date a été créé le mouvement jeune turc? Ça, c'est extraordinaire, je l'avais découvert à cette occasion-là, le 14 juillet 1889. C'est-à-dire, les fondateurs de la Turquie moderne sont à l'école de la Révolution française. Oui, oui, avec une correspondance des dates qui est parfaitement, de ce point de vue, parfaitement troublante. Donc, le peuple, il peut ne pas devenir un peuple. Ah, il peut ne pas devenir un peuple, mais dans ce cas-là, effectivement, on a affaire à des régionalismes, par exemple, qui ne réussiront pas à passer le cap. Je suis personne d'origine bretonne, enfin au sens où je suis né en Bretagne, parce que qu'est-ce que c'est d'être origine de ceci ou de cela. J'ai assisté dans les années 70 à un passage à gauche d'un nationalisme breton dont on savait qu'il était très à droite. Ça s'était vu pendant l'occupation en particulier. Mais là, vous aviez un grand moment de nationalisme de gauche en Bretagne. Ce que je constate, moi, j'ai pas de jugement de valeur dans tout ça, je constate. Hein. C'est comme pour la chute du mur de Berlin. Je ne suis pas en train de dire l'Union soviétique, c'était le mal. Je constate que l'expérience soviétique s'est terminée comme ça. Bon. Ben, pour le nationalisme breton, il n'y a pas eu ancrage. Quand vous avez des élections régionales en Bretagne, j'ai regardé de près les résultats des élections régionales les plus favorables, le mouvement national breton, qui est divisé, recueille 1 à 2%. Donc, pour l'instant, il n'y a pas... Alors qu'en Catalogne... Oui, Catalogne, c'est très différent. Oui, et oui, en Écosse. Absolument, voilà. C'est très différent. Donc, identité-nation. L'ethnos, c'est l'identité culturelle. Seule l'identité ne fait pas nation. Seule une identité nationale ne suffit pas à former une nation. Non, il faut le politique de la souveraineté populaire. C'est pour ça il faut le plébiscite. Oui, et c'est pour ça qu'actuellement, j'ai cité l'Arabie saoudite, on pourrait ajouter, je connais un tout petit peu ces régions-là, que du côté du sultanat d'Oman, des Émirats arabes unis, vous avez encore les anciens régimes dynastiques. Alors, quel sera leur avenir? Mais c'est vraiment groupusculaire. Ailleurs, c'est l'État-nation qui l'a emporté. Prenez par exemple l'Iran. Qui est-ce qui va lire la constitution iranienne? Pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de mais gens. Je suis allé la lire, mais c'est un texte qui est presque un texte du 19e siècle des nations, voire même du siècle des Lumières. C'est paradoxal, parce qu'on dit clairement cette révolution a eu lieu parce qu'il y a eu un référendum de, je dirais, 99% de la population iranienne qui a salué Khomeini. Donc c'est un raisonnement absolument national. La Corée du Nord est fondée sur un raisonnement national, avec la réunification finale des deux Corées. Mais effectivement, la péninsule arabique fait exception. Fait exception. Nation et souveraineté. Eh bien, à partir du moment où la question politique de tout temps, c'est la source de la souveraineté, vous imaginez bien que quand les Néerlandais, les Anglais, surtout les Américains et encore plus les Français disent c'est le peuple qui est la source de la souveraineté, Louis XVI, on l'oublie souvent, au moment où il va être renversé en 1792, il n'est plus roi de France. Il est depuis 1 an, et en fait même l'usage a commencé avant, roi des Français. Eh bien, c'est un basculement complet. Passer de roi de France, par la grâce de Dieu, à roi des Français, et je note aussi, parce que ça, les Français ne comprennent pas, c'est comme pour le boulangisme. Nous avons inventé non seulement le populisme au sens moderne, nous avons inventé la démocratie autoritaire moderne, avec Napoléon Bonaparte, qui est empereur des Français, pas de France, qui n'arrête pas de proposer, comme d'ailleurs son neveu Napoléon III, des plébiscites, des plébiscites évidemment qui se terminent par un triomphe, mais des plébiscites, c'est-à-dire que la source de la souveraineté, c'est le peuple. Et ça, c'est absolument capital. Et d'ailleurs, Madame de Staël avait eu ce mot génial pour définir Napoléon Bonaparte, c'est Robespierre à cheval. 50% héritier de la Révolution française, 50% restaurateur de la monarchie. C'est ce que j'appelle la démocratie autoritaire. Alors, il n'y a pas de règle pour la nation. D'une certaine manière, d'ailleurs, vous écrivez drôlement, il n'y a rien de plus mondial que le national. Il n'y a pas de règle, c'est au cas par cas. Pays-Bas, Taïwan, Birmanie, Kurdistan, elle va se former, elle va se tisser à chaque fois de façon assez originale, même s'il y a des constantes au final. On vient de les pointer, mais elle naît, la nation, de bien des manières différentes.
Vous avez eu raison de pointer le sous-titre, qui est presque plus important que le titre, à savoir que ma réponse, c'est bien sûr un peuple qui devient le peuple, mais sinon, c'est une affaire mondiale, et le monde entier a accouché de nations et continue à en produire actuellement. Et d'où l'interrogation, qu'est-ce qui reste de l'internation dans tout ça? L'internation est en crise pour l'instant. Et le ou la Covid, pour l'instant, l'a confirmé. Regardez l'Union européenne, qui est le début de l'esquisse de commencement d'un État supranational. D'ailleurs, le général de Gaulle disait supranational, ça ne lui plaisait pas du tout. Elle peine, l'Union européenne. Elle peine face à la situation actuelle. Ô combien elle peine. Alors, vous avez assisté, vous le racontez, mais c'est les mots que vous employez qui m'intéressent lorsque vous le racontez, à l'effondrement de ce que vous nommez une tentative nationale ou une tentative anti-nationale qui est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Vous dites, j'ai assisté à ça. Et là, rien de géographique. C'est-à-dire c'est l'utopie bolchevique. Voilà. Il y a, me semble-t-il, et ce que dirait un psychanalyste que je ne suis pas, il y a là une structure symbolique extrêmement forte. Extrêmement forte. Au fond, le XXe siècle, par rapport à mon sujet... Esthétique, quasiment. Oui, tout à fait. Se ramène à une grande expérience. D'ailleurs, à un certain moment, je glisse au passage que, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, l'histoire pourrait être expérimentale si on considère que l'histoire économique, l'histoire politique, peut-être même l'histoire culturelle, c'est l'histoire de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Oui. Pour simplifier, et je sais où je me trouve, la Commune de Paris a duré 72 jours. Et elle a terminé dans le sang, massacrée de façon ignoble par les Versaillais. Oui. Ça peut être un pur mythe, du coup, une pure utopie, puisque 72 jours. Bon, d'autant plus qu'on a la confirmation qu'avec le temps, une partie des réformes voulues par la Commune sont finalement entrées en vigueur, de façon d'ailleurs assez modérée sous la Troisième, parce qu'on ne dit pas toujours. Bon. Tandis que l'Union soviétique a duré 72 ans. Oui. Ça fait un peu plus long. Ça fait un peu et donc là, vous avez une expérimentation grandeur nature, grandeur culture, et le XXe siècle, à mon avis, c'est secondaire de dire le fascisme, etc. C'est d'abord le siècle de la grande expérimentation soviétique. Et Union des républiques socialistes soviétiques, c'est tellement élémentaire, ce n'est pas géographique. Oui. Le monde devrait devenir, c'est bien ce que pense Lénine ou d'ailleurs Trotsky, le monde doit devenir un jour une URSS. Oui. Et évidemment, ça a produit, dans un premier temps, sous Staline en particulier, un retour national quand même. Moi, j'avais été quand même frappé, même, c'était avant d'être étudiant, quand j'apprenais l'histoire de l'Union soviétique, je découvrais au détour d'une page qu'en pleine Seconde Guerre mondiale, Staline avait renoncé à l'international comme hymne soviétique, pour créer un hymne soviétique qui d'ailleurs retriturait un peu l'hymne aujourd'hui de M. Poutine, c'est un peu troublant. Mais renoncer à l'hymne qui s'appelle l'international pour Staline, je trouve que c'était un aveu. Et évidemment, peu à peu, une machine nationalisante s'est mise en place sous Staline, sous les successeurs de Staline, de manière complexe, c'est-à-dire en faisant la part du feu, en se disant on va contrôler quand même l'essentiel, en réalité, il cultivait l'émergence des nations futures. Et il se trouve que je suis allé par exemple un jour en Ouzbékistan. Aujourd'hui, quand vous allez en Ouzbékistan, qui est une invention soviétique, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des Ouzbeks, mais la délimitation de l'Ouzbékistan, le fait de placer la capitale plutôt que là, c'est entièrement soviétique. C'est un peu comme l'Algérie, c'est les Français qui font l'Algérie en mettant un chef-lieu à Alger, etc. Bon. Eh bien, aujourd'hui, l'Ouzbékistan est dans l'état de la France de la Troisième République. Il est en train de se forger son Vercingétorix, Tamerlan, par exemple, est le grand héros. On reconstruit des villages en style ouzbek. On vous promeut des recettes de cuisine ouzbek. Et tout le monde s'y met. Et ça, c'est quand même le résultat de l'expérience soviétique, c'est paradoxal. Mais alors, est-ce que la nation ressort toujours de la cristallisation d'un mythe ? Est-ce que c'est un principe ? Pour que la nation existe, a-t-elle besoin de ce mythe constitutif ? D'une certaine manière, je reprends le mot parce que, d'une certaine manière, d'une esthétique. Mais absolument, mais comme tous les groupes sociaux. À chacun son mythe. Je rappelle qu'en grec, c'est comme ethnos, retournons au pied de la lettre. Le récit. Voilà, l'étymologie. Mythos, ça veut dire un récit qui s'oppose à logos, qui serait le discours. Oui. Le récit, on nous raconte, on se raconte, tous les matins, à l'école primaire, les médias, les comptines et tout ça, nous racontent l'histoire d'un groupe. Ce groupe, d'ailleurs, peut ne pas être un national, mais il se trouve que ça marche bien avec la nation. Ouais. Et donc, le mythe national, il se nourrit de tout. Il se nourrit des défaites. Vous voyez, par exemple, Kosovo,
Pourquoi est-ce que les Serbes étaient tellement bloqués sur le Kosovo? Non seulement parce que c'était une terre serbe qui était devenue de plus en plus albanaise, mais par ailleurs parce que la grande défaite, et non pas victoire, la grande défaite constitutive de l'identité moderne serbe, c'était la défaite de Kosovo. Bon, donc ça peut être une défaite, ça peut être une victoire, ça peut être un changement de régime. Bon, chaque nation se construit son mythe, mais je dirais, il y avait un mythe soviétique aussi. Il y a des mythes internationalistes, il y a des mythes mondialistes. Quels sont les Chacun mythes, son mythe. Quels sont les mythes? Quel est le mythe de la nation italienne? C'est l'idée que la nation italienne aurait mieux survécu que les autres, ce qui est un vrai mythe, hein, à l'effondrement de l'Empire romain. C'est-à-dire que, bizarrement, ce serait une sorte de miracle. L'Empire romain, qui n'est pas national, vraiment pas, s'effondrant, eh bien, il y a quelque chose qui subsiste par soustraction, qui serait la nation italienne, Dante, etc. Et puis la nation italienne serait à l'origine de la Renaissance. Et puis le deuxième mythe, c'est évidemment l'unité au XIXe siècle, un peu à la Suisse, contre les Autrichiens, contre l'étranger, avec au passage l'aide justement de Napoléon Bonaparte. Toujours le nationalisme qui sert les intérêts de la France. Donc ça, ce serait le mythe national italien, avec derrière, ça a donné Mussolini, un retour d'empire. Mais évidemment, Mussolini, ça a complètement échoué très vite. Hein. Mais ce qu'il fait en Libye, ce qu'il fait en Éthiopie, ce qu'il essaye de faire en Méditerranée, c'est évidemment de se resituer dans la continuité d'un empire romain complètement fantasmé. Mais il ne faut pas oublier que les mythes, ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne plus, le groupe s'effondre. Et donc la nation s'effondre? Elle pourrait s'effondrer. Elle pourrait s'effondrer, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment à l'agenda. Comme elle naît, la nation, puisqu'on peut donner des actes de naissance, on sera peut-être un jour ou l'autre obligé de donner un certificat de décès. Bien sûr, moi je ne suis pas prophète. Dès qu'on donne un acte de naissance, on sait qu'on sera un jour astreint à fournir un certificat de décès. Oui, mais ce qui est né mourra d'une certaine façon, résumons. Mais pour l'instant, nous en sommes loin. Et par rapport aux prophéties de mon enfance ou de ma jeunesse, alors on est à l'autre extrémité. La nation est résistible, extrêmement résistible. Regardez face à la pandémie, on voit très bien que les cultures nationales fonctionnent à plein. À plein. Et on verra bien jusqu'où ça ira. Autre question, quel est le mythe de la nation espagnole? Alors, c'est évidemment la reconquête. C'est-à-dire l'idée que... Et on rejoint les substrats religieux, souvent, mais transformés en forme politique, parce que la reconquête, c'est militaire, donc ça ne peut pas être simplement des prières comme ça adressées au ciel. Le ciel manifeste sa bénédiction sur les chrétiens espagnols en donnant la victoire, sinon ça ne marche pas. Et donc, c'est une reconquête sur les musulmans. Et évidemment, ça a beaucoup fonctionné à travers les siècles. Et ça veut dire qu'on part d'une situation de dominée et d'éclater, et on reconstruit enfin quelque chose d'unitaire. On reconstruit, parce qu'il y avait déjà eu un épisode unitaire qui s'appelait le royaume visigothique. Enfin bref, n'entrons pas dans les détails. Donc ça, c'est le mythe central, dont se sert évidemment la droite espagnole à plusieurs reprises, mais qui est intériorisé aussi par la gauche à partir du moment où il y aurait une sorte de mission, alors on ne dira pas religieuse à ce moment-là, mais une mission intellectuelle de la culture espagnole, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté à faire cohabiter des mythes? Et ça s'appellerait l'Europe, à faire cohabiter des nations. Est-ce que les mythes cohabitent facilement? Pas facilement, surtout quand il s'agit de créer un super mythe. Oui, parce que c'est de ça dont il est question. Oui, j'aime beaucoup le texte que je cite rapidement et qui est connu des amateurs, mais qui pourrait être lu dans les écoles. On pourrait faire comme à l'époque de la Troisième République. Là, on lirait un grand texte européen et pas français. C'est le texte d'un Français, Victor Hugo, sur les États-Unis d'Europe, 1849, où il dit, enflammé, que un jour, on dira Allemagne, Suisse, etc., comme on a dit Bourgogne, Bretagne, c'est-à-dire qu'on va faire les États-Unis d'Europe. Donc c'est un texte assez enthousiasmant. Sauf qu'à l'heure actuelle, on n'en est vraiment pas là. Ça a marché pour la Suisse. Mais vous savez, ce qui m'a frappé en travaillant de plus près, presque au corps, ces différentes constructions nationales, il n'y a pas de petits exemples. Je consacre une page
mais c'est bien suffisant au Luxembourg. Oui. Le Luxembourg, c'est en dessous de la ligne de flottaison. On dit, qu'est-ce que c'est, Oui, je vous ai lu avec passion, je ne savais pas qu'on y parlait le portugais, mais qu'il y avait un retour du luxembourgeois extraordinaire. Mais il y a énormément de portugais au Luxembourg. Oui, c'est un pays qui a réglé apparemment son problème d'intégration avec une proportion d'étrangers beaucoup plus élevée qu'en France, analogue à celle de Abu Dhabi, et ça se passe plutôt bien. Et la langue luxembourgeoise, et la langue luxembourgeoise est plus parlée aujourd'hui qu'avant parce qu'elle est obligatoire dans le système scolaire. J'ai découvert ça dans votre livre, ça m'a parfaitement stupéfié. Alors qu'évidemment pour les Français, c'est un tout petit pays, c'est un micro-État, c'est un pays où s'installent les sièges des grandes compagnies capitalistes. Pour des raisons fiscales. Donc méprisable, c'est un bel exemple, le Luxembourg, de petit État-nation qui n'avait rien pour lui au départ, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait un Luxembourg. Là aussi, pourquoi y a-t-il un Luxembourg plutôt qu'une Belgique, une Allemagne ou une France? Il y a eu un Luxembourg. Bon, alors... revenons à la France, évidemment. Vous savez bien qu'à un moment, Cocorico, c'est là que j'en viendrai. Alors, la nation française, de quoi est-elle tissée? De quel récit? De quel mythe? De quelle construction poétique? Clairement, de la part de continuité qu'avait bien découvert Tocqueville 50 ans après, entre l'Ancien Régime et le Nouveau. Parce que, d'abord, c'est quand même la grande chrétienté. Attendez, que je comprenne tout. Avant, il n'y a pas de nation? Oui, mais après, il y en a un. Oui, mais dans le mythe national, dans le mythe national actuel, mais qui se fonde avec la Révolution française et tout le large 19e siècle, et les alternances de régime. C'est bien là-dessus que je vous arrêtais. Oui. Vous me dites que le mythe national français se construit à partir de la Révolution. Et moi, je vous dis, avant, il n'y en a pas. En 1715, à la mort de Louis XIV, il n'y a pas de mythe national. Absolument pas national, c'est un mythe dynastique. Donc c'est autre chose. Mais les républicains, c'est pour ça que je citais Tocqueville, récupèrent ce qui les arrange de la monarchie. Henri IV, pacificateur, Michel de l'Hôpital qui lutte contre la guerre civile. Donc on fait son marché, mais à peu près tous les peuples font pareil. On fait son marché dans les anciens régimes pré-nationaux en disant mais vous voyez, on existe depuis toujours, alors qu'en réalité on ne peut exister comme nation que depuis 1789, disons. Donc on fait son marché. Mais il faut 2-3 générations. C'est-à-dire que dans un premier temps, les vrais royalistes ne sont absolument pas nationaux. Pour eux, c'est l'horreur. D'ailleurs, le mot nationalisme, qui n'aura le succès que l'on a dit... Qu'avec Boulanger, plus tard, il a été forgé au départ, sous la Révolution française, par l'anti-révolution par excellence, c'est-à-dire l'abbé Baruel, à qui on doit aussi le mythe du complot judéo-maçonnique. Et lui, il prononce le mot nationalisme, c'est négatif. C'est négatif. Mais plus tard, quand ça s'installe, tout le monde récupère dans l'Ancien Régime ce qui l'arrange. J'ai beaucoup étudié le Front populaire. À cette époque-là, le Parti communiste français a en quelque sorte redécouvert l'énergie nationale. Jacques Duclos a fait un discours extraordinaire le 14 juillet 1935, qui annonçait la victoire du Front populaire, en disant clairement, à la stupéfaction d'ailleurs de beaucoup de militants, en tous les cas des socialistes et des radicaux qui n'avaient jamais entendu ça de leurs oreilles, qu'il fallait réconcilier le drapeau rouge et le drapeau tricolore, l'international et la marseillaise. Et dans la presse communiste, dans l'Humanité de l'époque, je voyais des pages entières sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, fille du peuple, trahie par les élites, etc. Donc, il y a eu un moment où le Parti communiste lui-même, et après il n'a plus changé, fondamentalement, lisez Aragon, etc., il a réintégré ce qu'on pouvait réintégrer, en filtrant, évidemment, d'un passé national, voire même de l'époque de la monarchie. Comment on appellerait ça? Ça, c'est a posteriori. Comment on appellerait ça? Un glissement du poétique? Alors, c'est de la récupération politique, bien sûr, mais en même temps, c'est un lieu d'exaltation, en effet, poétique. Quand je parle de poétique, c'est pas à la légère. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une créativité nationale qui se manifeste dans les hymnes, dans les symboles que sont l'emblématique sonore des hymnes, l'emblématique visuelle des drapeaux. Je consacre une page entière à parler du drapeau sud-africain actuel, ce qui est extraordinaire. On comprend très bien Mandela, Desmond Tutu, quand on regarde hypnotiquement le drapeau. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce drapeau? Alors, nos téléspectateurs peuvent se précipiter après pour voir à quoi ressemble le drapeau actuel de l'Afrique du Sud. Vous avez les anciennes couleurs de l'époque de l'apartheid, en tous les cas de la suprématie blanche, avec une part d'oranger qui tire autour vers le rouge, etc., et qui sont en quelque sorte déchirés, mais pas niés, par les couleurs de l'ANC en forme de flèche zoulou. Donc c'est vraiment certains diraient le rêve, pour l'instant ça tient encore, de la réconciliation, d'où les fameuses commissions vérité-réconciliation, entre ces deux peuples, entre guillemets, qui étaient opposés de façon absolument tragique. Et c'est très intéressant de voir ça. C'est très intéressant de voir comment la Marseillaise, ou le God Save the King ou Queen, naissent dans la rue, pratiquement.
alors que vous avez d'autres hymnes qui viennent du sommet. Ouais. Ça dit beaucoup de choses. C'est absolument passionnant. Et c'est ça dont on parle, c'est du principe spirituel dont parlait Renan. Oui, alors lui utilisait le terme spirituel, parce que j'allais dire il était quelque part resté un peu incuré. Quoi. Bien sûr, mais moi je dirais ça tient à sa biographie. Voilà, je dirais culturel, oui, et oui. c'est très important. Je prononce même le mot d'enchantement. L'enchantement du monde. Schiller, après il y a le désenchantement, oui. bien sûr, mais il y a l'enchantement. Et puis il y a tout le passage que je conseille à nos lecteurs sur l'enracinement. Ouais. Dont vous parlez dans votre livre, et notamment en faisant référence à Barès, etc. Pour, oui, voilà, et la pointer... réponse de Gide, qui déjà à l'époque oui, vous citez Gide, dit « Monsieur Barès, vous êtes bien gentil avec votre enracinement. » Mais moi, je suis né... moi déjà, c'est pour se moquer, évidemment, à une échelle modeste, j'ai un côté usétien, donc Languedoc, et puis un côté normand. Alors, et je vis à Paris. Je vis à Paris, alors je m'enracine où enfin, oui, voilà. C'était peut-être... Alors, voilà que je vais faire travailler le professeur Pascal Horry. Parce qu'il y a, après tout, il faut vous remettre au travail. Est-ce que parce que c'est une question que je me posais, est-ce que le capitalisme mondialisé ne rend pas d'une certaine façon caduque le contrat social sur lequel se fonde la nation, puisqu'il est bien question de contrat social, donc contrat social au sens où il n'y a pas de nation sans contrat social, et là j'en appelle évidemment à Rousseau, comme vous l'avez compris. Est-ce que ce capitalisme mondialisé, eh bien, n'en met pas un coup dans les nations, quoi? C'est sans doute le projet, en effet, je distingue toujours mondialisme et internationalisme, mondialiste d'une partie du capitalisme, d'ailleurs, qui peut défendre cette doctrine-là, en considérant que si l'économique prime sur le politique et le culturel, bon, l'économique, c'est l'ouverture, etc. Alors, premièrement, la crise sanitaire actuelle et les crises qui ont précédé ont bien montré que la mondialisation n'est pas forcément fatale, qu'elle peut de temps à autre connaître des moments presque de recul. Oui. Soyons prudents. Ce qui veut dire que dans le même temps, elle aurait tendance à favoriser certains nationalismes, non? Mais voilà, oui. Le vrai problème, donc, il y aurait danger, c'est la ressource politique, en ce sens que si on dit que le XXe siècle, ça a été le lieu de la grande expérimentation soviétique qui s'est terminée par un échec, pas du mon point de vue à moi, au motif que je ne serais pas communiste, mais plutôt social-démocrate. Non, du point de vue de Lénine, c'est quand même un échec, au bout de 72 ans. Bon, non, c'est que après, la culture et la politique ayant horreur du vide, ça a été occupé, cette grande béance, par, pour simplifier, le populisme, qui occupe le terrain aujourd'hui, beaucoup plus que, par exemple, les valeurs de gauche, j'irais presque traditionnel, sauf au prix d'un méli-mélo. Et donc, ce fameux capitalisme mondialisé, je pense qu'il produit du nationalisme, alors là pour le coup, par réaction. Et un nationalisme qui n'est pas précisément de gauche la plupart du temps. Donc sur ce plan-là, il y a une sorte de carence de propositions à gauche en ce qui concerne le retour à un national dans la grande tradition de la souveraineté populaire. Et on en est là, et je ne suis pas sûr que ça se transforme positivement avant longtemps. D'ailleurs, de toutes les façons, ce que je me suis permis de dire à plusieurs reprises dans le livre, la mondialisation, pour l'instant, avec les moments de stand-by, comme on dit en bon français qu'on connaît, la mondialisation, pour l'instant, se poursuit, parce qu'elle est technologique d'abord. Mais le mondialisme, alors là, piétine complètement. La mondialisation ne produit pas de mondialisme. Je prends l'exemple de la Chine, c'est tout à fait passionnant. Actuellement, vous avez eu face à la pandémie 3 Chines, donc 3 cultures politiques. Vous avez une culture qu'on qualifiera de totalitaire. Pour moi, c'est un vocabulaire que j'accepte, parce que je sais que c'est très discuté, parce que ça permet de distinguer le totalitaire de l'autoritaire. La Chine populaire est encore un régime totalitaire aujourd'hui. Donc vous avez une réponse totalitaire à la pandémie. C'est la culture politique nationale chinoise. Je ne sais pas du tout quel est son avenir. Pour l'instant, il est plutôt brillant. Deuxièmement, vous avez la solution chinoise autoritaire, c'est Singapour. Régime libéral économique, mais autoritaire. Et enfin, vous avez un régime de démocratie libérale, encore chinois, qui est Taïwan, dont on ne parle jamais. Et donc, face à la pandémie, vous avez 3 cultures politiques et 3 manières de décliner la nation chinoise. C'est tout à fait fascinant. Est-ce que la notion de nation a de l'avenir devant elle? Elle a un tel présent qu'elle ne va pas disparaître, franchement, au lendemain de cette émission. Non. Je pense qu'elle a toujours un avenir en période de crise, et ça, c'est une considération un peu... C'est un refuge pessimiste. C'est un refuge c'est une ressource, c'est un refuge, évidemment. Parce qu'il y a plusieurs refuges possibles. Il y a la religion, bien entendu. Il y a des formes de solidarité sociale, voire socialiste, mais elles peinent
à être hégémonique. Hein. Franchement, regardez ce qu'est devenu quand même la Russie à l'heure actuelle. Non, mais je parlais de Staline tout à l'heure. Oui. Staline est récupéré dans une perspective nationaliste par Poutine. Mais quand vous dites que la nation est un refuge, je veux vous entendre sur ce point, c'est-à-dire que vous dites elle est un refuge à cause ou grâce à sa structure symbolique. Bah oui, parce qu'elle s'adosse... D'où l'importance dans votre livre du poétique, du moment poétique. Oui, elle s'adosse à un passé riche et enrichi sans cesse, parce que vous alliez de la gastronomie à la poésie au sens littéraire du terme, vous avez sans arrêt cette hypothèse qu'il y aurait un esprit national, il y a une tradition, il y a d'abord une langue d'ailleurs, tout simplement. Alors, bien entendu, on peut dire, par exemple, les Autrichiens et les Allemands ont la même langue, mais avec un destin politique très différent. Donc, rien que la langue est un terreau pour la comparaison entre nations. Mais, Pascal Horry, est-ce que nous vivons dans la même nation ? Quel est selon vous le plat français emblématique de la France ? Je ne suis pas sûr qu'on ait le même. Ah mais c'est certain. Il y a eu à la fois des sondages sur quel est votre plat préféré. Oui. Et à ce moment-là, par exemple, le couscous, à un certain moment, arrivait assez haut. Et puis, quel est le plat typiquement français ? Et à ce moment-là, c'était style la blanquette. La blanquette de veau. Et puis, à titre personnel, vous pourrez dire, c'est ni la blanquette, ni le couscous. Absolument. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment... Je posais la question par eux, évidemment. Mais vous savez que je m'intéresse à ces questions. Oui, je sais bien. Mais vous savez, une de mes collègues espagnols travaillant sur l'identité gastronomique espagnole avait développé la thèse, alors moi je l'écoute, puisque c'est une universitaire respectée, que la paella avait été portée à bout de bras comme plat national espagnol, ce qu'on aurait tendance à croire de l'extérieur, par le franquisme. Parce que le franquisme est unitaire, donc il faut qu'il y ait un plat de référence, alors que c'est valencien, en fait. Et d'autre part, la paella, ça c'est génial, est aux couleurs du drapeau espagnol. Là où ça va se nicher. Quoi. Ça c'est absolument extraordinaire. Donc, on l'a compris, la nation a de l'avenir, elle a de beaux jours devant elle, elle n'est pas prête de... Tout dépend laquelle. Tout dépend laquelle. Il y en a de 1000 sortes, c'est au cas par cas. Il faut regarder l'histoire de très près pour savoir comment elles se construisent et s'intéresser également de très près aux structures symboliques qui vont être constitutives de cette notion. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la nation sans jamais avoir osé le demander, eh bien, Pascal Horry vous renseigne dans un très joli livre, on aurait pu parler 1 heure de plus, 2 heures de plus, dans un très joli livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» et dont le sous-titre est « Une histoire mondiale ». Le voici. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir Pascal Horry. Au revoir Vincent Roy.